Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo dans laquelle vous m'avez demandé de parler à nouveau de livres, puisque je vous ai fait la demande sur Instagram de mon côté de savoir si vous vouliez que je parle de séries télé ou de livres dans cette vidéo, et vous avez été une large majorité à voter pour les livres, et donc je m'exécute. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de livres que je trouve vraiment parfaits à lire en automne. Ce sont des livres que j'ai souvent découverts durant cette saison et Dieu sait que je suis exigeante dans mes lectures d'automne, puisque c'est le moment de l'année pour moi où le rythme commence à reprendre, à s'accélérer, et donc du coup j'ai un petit peu moins de temps pour lire, et donc j'ai besoin que mes lectures soient efficaces, qu'elles soient distrayantes, qu'elles soient profondes, ou enfin peu importe ce que je suis en train de rechercher pour l'instant. En tout cas je trouve que c'est la saison durant laquelle je suis la plus exigeante avec mes lectures, et donc voici un petit topo, un petit top 5 finalement des lectures que j'ai découvert en automne, ou peut-être pas en automne, mais en tout cas que je trouve vraiment parfaite pour cette saison. Et je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec une petite lecture qui fait frissonner et dont je n'ai absolument jamais parlé sur cette chaîne. Il s'agit de La petite fille au bout du chemin, écrit par Laird Konig et publié aux éditions J'ai lu, ou le livre de poche. Le livre de poche ici. J'avais lu cette lecture il y a quelques années dans le cadre d'un cours, un cours de français où on devait lire un petit peu de thriller, et à l'époque nos profs savaient qu'on n'aimait pas trop lire, et donc ils nous demandaient de lire des livres relativement courts, ce qui est le cas ici. C'est 215 pages il me semble, voilà, 217 pages. Et c'est terriblement efficace, c'est terriblement malaisant, c'est vraiment une histoire qui vous happe et qui ne vous lâche pas. Vous le lisez très rapidement, et puis c'est magnifique, et puis tout le monde est content. C'est l'histoire de Rin qui a 13 ans, qui vit avec son papa à Long Island aux États-Unis, le long de la plage, une maison isolée un petit peu, et qui attire un petit peu la curiosité malsaine des habitants, parce qu'ils se posent des questions sur cette jeune fille qui est souvent vue toute seule, qui ne va pas à l'école, qui est très discrète, très taiseuse. Et donc il y a certains habitants du village qui ont une curiosité un petit peu mal placée, notamment un policier du village qui va venir un peu mettre son nez là où il ne devrait pas. Le côté dramatique est vraiment poussé à son extrême, et il est vraiment terriblement percutant et happant, vraiment, j'ai pas d'autres mots pour présenter ce livre. Si vous aimez les thrillers courts, efficaces et vraiment un petit peu sordides, je dirais, peut-être pas dans le sang, mais en tout cas dans la manière dont c'est écrit, le malaise permanent, un petit peu glauque comme ça, je pense que vous allez aimer celui-ci, il est hyper efficace. Si vous êtes du genre à aimer des belles lectures mélancoliques pour l'automne, je ne peux que vous recommander le nouveau recueil de Rupi Kaur, The Sun and Her Flowers, écrit et publié ici aux éditions Simon & Schuster, puisque je l'ai en version originale. Qu'est-ce que j'adore ce livre! Si vous me suivez sur Instagram, vous devez le savoir, je l'ai commencé il y a quelques semaines je crois. Je prends vraiment mon temps pour le lire, c'est un recueil de poésie en anglais, et c'est tellement bien écrit, c'est vraiment stunning, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, époustouflant, on reste sur le cul quoi, c'est tellement bien foutu. Le livre est divisé en 5 parties qui correspondent à chacune à un moment de développement d'une fleur. Il y a la fanaison, je l'ai écrit, la fanaison, la chute, l'enracinement, la croissance et la floraison. Et à chaque fois, Rupi Kaur nous fait des poèmes en lien avec ces différentes thématiques. Et qu'est-ce qu'elle nous donne comme émotion? Franchement, c'est magnifique. On ressent une détresse, on ressent de l'empathie. On a vraiment l'impression de vivre ces choses à sa place. On a quasiment tous connu ce type de sentiment une fois dans notre vie. Et par exemple, elle parle d'une rupture au début qui va prendre beaucoup de place au niveau des poèmes qu'elle va écrire. Je me rappelle encore tellement ce que ça fait, ce sentiment qu'elle décrit, qu'elle exprime à travers des métaphores, à travers des images, à travers des dessins. On n'a pas seulement des mots là-dedans, on a aussi des dessins, et c'est tellement bien. Voilà. Si vous ne connaissez pas Rupi Kaur, je vous conseille vraiment de lire celui-ci. Personnellement, après l'avoir terminé, pour Noël, je demanderai Milk and Honey, qui est son premier recueil, que j'aimerais vraiment aussi beaucoup avoir en anglais. Voilà, je trouve qu'elle écrit
tellement bien que c'est vraiment une opportunité de la découvrir. Dans le genre beau et mélancolique, je vous recommanderai aussi une bande dessinée qui s'intitule Ces jours qui disparaissent, écrit par Timothée Leboucher et publié aux éditions Glénat. Si vous regardez la couverture, vous voyez un jeune homme qui est blond, avec son double maléfique qui se situe juste dans son reflet parce que Lubin, qui a donc une vingtaine d'années, va se rendre compte petit à petit au fil des jours qu'il a des trous de mémoire et qu'une personne, une autre personnalité prend le relais et vit dans son corps, vit dans sa vie quand lui n'est pas là finalement. Et ça l'embête un peu beaucoup. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas une situation qui lui paraît confortable. Et sur conseil de son psy, parce qu'au départ il va chercher à s'en débarrasser, mais sur conseil de son psy, il va essayer d'entrer en contact avec cette deuxième personnalité pour voir un petit peu comment la cohabitation serait possible. Et je trouve que cette bande dessinée est extrêmement bien foutue également. Elle parle d'une histoire qui peut nous toucher parce que c'est quand même quelque chose d'incongru. Si jamais ça nous arrivait, mais qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on réagirait? Comment est-ce que notre entourage réagirait? Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, à part le pitch de départ et la manière dont ça s'enchaîne, c'est les personnages qui sont proposés. On a des personnages qui sont humains, qui sont très diversifiés, qui rentrent pas beaucoup, quasiment pas dans les clichés qu'on a l'habitude de voir, et c'est vraiment très agréable à suivre, très agréable à regarder aussi parce que les dessins sont beaux. Et voilà, donc à nouveau une bande dessinée ici que je vous recommande chaudement, elle est vraiment très bien. Dans un autre genre, si vous êtes du genre à aimer les petites lectures sympas pour Halloween avec des mondes imaginaires, du fantastique, de la fantasy, voilà, je vais vous recommander une saga, et si vous me suivez sur Instagram, vous savez exactement de quoi je vais vous parler, puisqu'il s'agit des Sœurs Carmine. Voilà, j'ai les 3 tomes. Le premier que j'ai déjà présenté lors de ma lecture pour le Plib, qui est donc Le complot des corbeaux. Puis il y a Belle de Gris, tome consacré à Tristabel, et enfin Dolorine à l'école que j'ai terminé ce matin. Et j'ai vraiment adoré cette saga, avec une préférence pour, je sais même pas pour dire qui, parce que Dolorine c'est mon personnage préféré, mais ici elle évolue dans un univers d'enfant et je trouve que je trouve qu'elle est beaucoup plus amusante et intéressante à analyser dans un univers d'adultes finalement, entouré d'adultes que d'enfants, mais c'était vraiment hyper sympa comme déroulement. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Le tome 2 a été beaucoup moins pire que prévu, puisque j'avais très peur du tome consacré à Tristabel, et finalement je pense que c'est un de mes tomes préférés. Franchement, je crois que c'est presque même mon tome préféré. Il est tellement bien foutu, tellement bien écrit. Ariel a finalement quasiment réussi à me faire apprécier Tristabel, en tout cas à ne plus trop la détester, parce qu'au début c'était un peu horrible, on est dans sa tête, c'est elle la narratrice, et des fois j'ai envie de péter les plombs, mais elle arrive tellement à me pousser à bout que ça me faisait rire finalement, et je crois que c'était ça aussi le but de l'auteur. Et puis il y a aussi des moments où on relâche un peu la pression parce qu'on retourne à une narration plutôt portée sur Mary et sur Dolorine, donc c'est plutôt sympa. Vraiment très bien écrit, une plume très acérée dans celui-ci, puisque c'est Tristabel, on va pas se le cacher, c'est l'abominable sœur de la famille qui restera toujours aussi abominable dans le 3e. Excellent, je trouve que l'histoire ici développée est vraiment tip top au niveau du fond. C'était vraiment génial. Et puis vous avez déjà eu mon avis sur le premier tome, donc que vous dire de plus si ce n'est allez-y, lisez-les, parce que c'est vraiment une super découverte, et pour Halloween ça fait toujours des lectures assez sympas. Voilà. La 5e lecture dont je vais vous parler à présent a été mon plus gros coup de cœur de 2018. C'est une lecture que moi j'ai qualifiée d'envoûtante parce que vous vous plongez dedans et vous n'arrivez pas à en ressortir. Vous vivez avec les personnages, ils vous font ressentir mille et une choses, vous avez l'impression d'appartenir à leur univers. Et c'est pas du tout une histoire de SFFF, absolument pas. Il s'agit de L'Art de perdre, écrit par Alice Zénité et publié aux éditions Flammarion. J'avais acheté ce livre l'année dernière lors de la rentrée littéraire. L'histoire me tiquait, m'intriguait vraiment, j'avais envie de découvrir de quoi il s'agissait. Et entre-temps non, il a en fait remporté 3 grands prix. Le prix Goncourt des lycéens,
le prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point et le prix du journal Le Monde, et tout ça en 2017. Et je comprends vraiment pourquoi. D'habitude je lis pas trop les livres de prix littéraires, mais là, bon bah j'en savais pas déjà, je n'en connaissais qu'un des trois. Et je comprends tellement pourquoi ça a été autant plébiscité. L'histoire est celle de Naïma en fait, c'est une jeune femme d'origine algérienne qui vit en France durant nos années, c'est du contemporain, et qui est sans cesse renvoyée à ses origines du fait qu'elle n'est pas française parce que elle a la peau basanée, parce que ses parents sont arabes, parce que voilà, il y a mille et une choses qui lui reviennent en plein dans la figure. Alors que elle, finalement, l'Algérie, elle s'y retrouve pas vraiment, elle n'y est jamais allée et elle ne connaît pas la famille qui lui reste là-bas. Donc elle va un petit peu partir sur les traces de sa famille, de son histoire, de ses origines, et elle va un petit peu chercher à comprendre d'où elle vient. Et c'est une quête identitaire que j'ai trouvée absolument passionnante, absolument génialissime. Julie Zénité écrit avec une plume, c'est tellement bien écrit. J'ai mis longtemps pour lire ce livre parce que c'était tellement fort. C'était tellement fort que psychologiquement je n'arrivais pas à supporter le fait de pouvoir lire trop d'un coup. Il y avait trop d'informations qui arrivaient, il y avait trop d'émotions qui me submergeaient. Il fallait vraiment que je fasse des pauses dans ma lecture. Et j'ai adoré de A à Z lire ce roman. C'était vraiment magnifique. J'en tire encore aujourd'hui des images qui m'ont marqué vraiment énormément, en sachant que ça fait 4 mois que je l'ai lu. Et donc voilà, je trouve que c'était splendide. On va suivre l'histoire de Naïma à travers 3 grandes parties dans le livre. Il y a l'époque de son grand-père qui vit en Algérie, qui est kabyle, et qui va donc raconter comment sa famille, finalement, la prestigieuse famille de laquelle elle vient, se construit. Et puis après, il y a la partie sur son papa qui va donc arriver en France et qui va faire tout en fait pour faire en sorte de gommer ses origines algériennes, parce qu'il aimerait bien s'intégrer, il aimerait vraiment bien vivre comme les Français, il en a marre qu'on le pointe du doigt, il veut se rebeller, il veut vraiment faire partie d'une génération plus intellectualisée, et il essaie de se débarrasser un peu de ses origines finalement. Et puis il y a la 3e partie qui est sa partie à elle, qui va essayer un petit peu de recoller tous les morceaux parce que son père refuse de parler de l'Algérie et son grand-père, elle ne le connaît pas parce qu'il est décédé. Et sa grand-mère ne parle pas français. Et donc c'est pas toujours évident pour elles deux de communiquer non plus. Elle parle toujours la langue du pays. Et donc voilà, c'est ça qui va un petit peu les rapprocher. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est mon plus gros coup de cœur de 2018 jusqu'à présent. C'est peut-être même le plus gros coup de cœur de ma vie. Franchement, ce livre m'a tellement fait réfléchir sur la manière dont les migrants quittent un pays, sont traités quand ils arrivent. Il y a par exemple un passage dans le livre qui relate l'arrivée de l'Algérie en fait. Donc ils arrivent dans les années 70, 60-70, au moment de l'indépendance de l'Algérie finalement, où il va y avoir des camps de transit qui vont être tellement abominables pour ces familles qui sont parquées, qui sont traitées comme des moins que rien alors qu'on leur avait dit qu'ils étaient français. Surtout le papa en fait, le grand-père de Naïma, qui en fait a combattu pour la France lors de la Première Guerre mondiale, qui a aussi combattu lors de la deuxième, je crois, ou alors c'est la deuxième et pas la première. Enfin, c'est un ancien combattant de guerre pour la France en tout cas, qui a obtenu la nationalité française grâce à ça, et qui va vite être désillusionné parce que le choc culturel est tellement important. Il y a des choses vraiment qui Julie Zénité s'est tellement bien documentée pour ce livre, il y a vraiment des choses qu'on comprend et qu'on aimerait tellement beaucoup plus mettre en avant aujourd'hui. Ce choc culturel par exemple dont je parlais juste avant, qui est tellement fort parce que les Français attendent des Algériens qu'ils agissent d'une certaine façon, et pour les Algériens la manière dont ils agissent est la bonne.
Et il y a des quiproquos qui se produisent qui peuvent amener à des situations vraiment très pénibles et pas du tout propices au dialogue interconfessionnel ou interculturel entre les différentes familles de différents quartiers. On va voir qu'on va les parquer dans des HLM qui vont devenir des quartiers à ghetto. Voilà, ça va vraiment être des années qui seront très difficiles à vivre pour le papa de Naïma, qui va donc tout faire pour essayer de s'en extirper, de s'en dégager. Cette histoire est donc tellement bien écrite que je peux que vous la recommander à 8000%. J'hésite encore à faire une vidéo qui serait 100% consacrée à ce livre parce qu'il m'a tellement marqué. J'aurais bien voulu vous citer des passages, vous argumenter un peu plus mon opinion. Mais finalement, je sais pas si c'est ça qui est l'important. Je sais pas si c'est pas mieux que vous le découvriez par vous-même et que vous fassiez votre propre opinion sur le sujet parce qu'il y a tellement à découvrir. Ce livre est tellement riche en apprentissage culturel que je ne peux que vous recommander vraiment de le découvrir. J'en reparlerai encore à mon avis lors de mon bilan de l'année parce que il a vraiment marqué mon année, je l'ai adoré. Et je vais terminer donc cette vidéo en vous recommandant chaudement de découvrir ce livre-là. En fait, c'est pas vrai, je mens un petit peu quand je vous dis que je vous quitte sur ce livre-là. Parce que quand j'ai fait mon listing de livres que je voulais absolument présenter, j'en avais un en plus qui est pas vraiment un livre dans le sens où c'est pas une lecture, c'est plutôt un carnet. Voilà, je vais un petit peu tricher. Qu'une de mes amies m'a offert pour mon anniversaire, que je fais des gros bisous Laura si tu passes par là, et qui aide vraiment à me détendre. Donc c'est un peu un livre qui détend. Et Dieu sait qu'on a besoin de détente dans ces journées et dans ces rythmes surchargés pour l'instant. Et je voulais vous recommander le livre de Julie Adore, Doodling créatif, publié aux éditions Erol. Et elle intitule son livre la méthode simple pour apprendre à dessiner des fleurs. Et au départ, quand mon amie m'a offert ce livre, je me disais oh là là, moi je sais pas du tout dessiner, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et finalement le doodling c'est très détendant et c'est très amusant. Et j'aime beaucoup le faire. Donc pour l'instant j'ai fait les fleurs, les tiges, les branches. Et il y a d'autres parties du livre avec des fleurs, avec des fruits, avec des couronnes, avec un tas de trucs. Et donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour se détendre un petit peu, de faire des petits doodles, de faire des petits dessins. Si c'est le genre de loisir qui vous plaît, je vous conseille d'essayer ce livre-ci. Et cette fois-ci, je ne mens pas, la vidéo est bel et bien terminée. Elle aura duré un petit moment, je pense. J'ai dû la filmer en 2 fois. Donc on va bien voir ce qu'au montage ça va donner. J'espère que ce sera pas trop long. Si c'est le cas, j'espère que vous avez fait comme moi et que vous avez pris une petite tasse de thé. En espérant qu'il ne soit pas comme le mien, c'est-à-dire maintenant un bon thé glacé. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir des livres. Si vous-même vous avez des livres qui vous plaisent, qui vous inspirent pendant l'automne, que vous avez adoré cette année ou l'année précédente, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Je suis toujours ravie de rajouter des livres à ma wishlist et peut-être que je pourrais même les trouver en bibliothèque. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!